Bonjour à tous, Stéphanie Free, je suis médecin pneumologue au CHU de Lille. Je vais vous parler aujourd'hui de l'état des connaissances concernant les complications de la Covid-19 et plus spécifiquement dans ma spécialité, donc les complications respiratoires. Alors la Covid-19, je l'ai rencontrée comme nombre de mes collègues au printemps à travers la prise en charge des patients en hospitalisation conventionnelle et progressivement nous avons mis en place un suivi respiratoire dédié pour un certain nombre de patients dans la suite de prise en charge. Alors, cette Covid-19, c'est une infection respiratoire, bien sûr pas qu'une infection respiratoire, mais pour nous pneumologues, c'est vraiment une pneumopathie virale de présentation atypique. Nous avons l'habitude des infections respiratoires sévères, mais ces patients se présentaient avec une réelle discordance entre la sévérité de cette pneumopathie qu'on pouvait objectiver par ce qu'on appelle l'hypoxémie majeure, c'est-à-dire le manque majeur d'oxygène dans le sang, et leur présentation clinique, puisque par rapport à d'autres pathologies respiratoires aiguës, les patients présentaient finalement assez peu de signes cliniques habituels de détresse respiratoire. L'autre particularité de cette maladie Covid-19 est le risque thrombogène avec un nombre important de patients, jusqu'à 25% des patients qui présentent une embolie pulmonaire, ce qui participe à la gravité de leur tableau clinique et à la gravité de leur maladie en général. Et on verra que le fait d'avoir une embolie pulmonaire dans cette histoire infectieuse peut ou en tout cas doit poser la question d'éventuelles séquelles. Alors nous, les pneumologues, nous connaissons bien l'infection virale et son interaction avec le poumon, essentiellement parce que les infections virales sont un facteur de décompensation classique, fréquent, de maladies respiratoires chroniques telles la BPCO, l'asthme, l'insuffisance respiratoire et notamment l'insuffisance respiratoire de l'obèse. On connaît également, en tout cas on sait, que une infection virale extrêmement sévère avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui peut amener les patients en réanimation peut être à l'origine de séquelles respiratoires, et nous avons tous dans nos patientèles des patients qui ont présenté une grippe particulièrement sévère avec un syndrome de détresse respiratoire et qui présente des anomalies de la structure du poumon, de la fonction respiratoire et des séquelles donc cliniques. Mais finalement, on a assez peu de données à grande échelle et sur du suivi à long terme sur l'impact respiratoire de toutes ces infections virales et par exemple de la grippe qui est une infection extrêmement fréquente. Alors, si on reprend un schéma très très simple finalement de comment ça se passe quand on fait une infection virale au niveau du poumon, donc vous avez tout en haut mon petit virus qui est en violet, qui va venir sur une première phase agresser la muqueuse respiratoire avec une multiplication au niveau de cette muqueuse. S'ensuivra une phase dite de résolution de cette infection, caractérisée par une inflammation plus ou moins importante en fonction de la réponse individuelle à l'agression virale, avec sur ces coupes anatomopathologiques tirées de patients, de biopsies de patients ayant présenté une Covid-19, des choses assez classiques, c'est-à-dire une inflammation, une infiltration lymphocytaire que vous voyez sur la photo de gauche, avec un œdème au niveau des structures alvéolaires. On peut également voir dans cette phase de résolution une prolifération de fibrines, et ce qui est un petit peu particulier dans cette pathologie Covid-19, un retentissement vasculaire avec des microtrombies vasculaires qui, on le verra, peuvent expliquer un certain nombre de symptômes. Et puis normalement, après cette phase de résolution, il y a une phase de restauration, c'est-à-dire de réparation du poumon. Le
le poumon a la capacité de réparer les lésions, et puis le plus fréquent, c'est que le poumon aboutit à une réparation complète des lésions pulmonaires. Et dans certains cas, alors à déterminer, on pourra avoir un certain nombre de séquelles. Et donc les questions qui se posent ici sont finalement quelles séquelles? Est-ce que ce sont uniquement des séquelles sur la radiologie? Est-ce que ce sont des séquelles sur la fonction respiratoire? Est-ce que ce sont des séquelles qui aboutissent à une maladie bien définie? Eh bien, vous allez voir que nous sommes à 9 mois du début de cette infection, en tout cas en France, et je ne pourrai pas, au cours de cette présentation, vous apporter toutes ces réponses. Mais on a quand même un certain nombre d'éléments. Alors, j'ai repris ici des données qui proviennent du suivi à 1 an d'une cohorte de patients qui avaient présenté le SARS, donc qui est une infection à coronavirus, qui a concerné plutôt l'Asie au début des années 2000. Et donc, finalement, sur cette étude de presque 100 sujets, qui étaient plutôt, vous voyez, des sujets assez jeunes, 36 ans, qui n'étaient globalement pas fumeurs, eh bien, ils ont bénéficié d'un suivi à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. Alors, sur le tableau assez indigeste que vous voyez à gauche, eh bien, c'est toute une liste de paramètres de fonction respiratoire très habituels pour nous, avec l'évolution sur les différentes périodes. Donc quand on regarde ce tableau globalement, on se dit que les valeurs sont quasiment toutes au-delà de 100%, et on pourrait donc être rassuré en se disant que la fonction respiratoire de ces malades a globalement été préservée, ou en tout cas si elle était un petit peu altérée, ils ont bien récupéré sur l'évolution à 12 mois. Le tableau à droite montre le sous-groupe de patients qui a quand même eu une altération de la fonction respiratoire, donc marqué par des pourcentages de la théorique inférieurs à 80%. Et donc, vous voyez qu'un certain nombre d'anomalies ont été repérées, avec ce qu'on appelle une restriction, c'est-à-dire une diminution des volumes pulmonaires, et également une altération de la DLCO, qui est un paramètre très important pour nous, pour évaluer l'intégrité, la réparation de la membrane alvéolo-capillaire, c'est-à-dire vraiment la structure profonde du poumon. Et alors là, autant finalement la restriction concernait assez peu de patients, autant vous voyez que tout de même, il y a des anomalies de cette diffusion du CO chez un nombre non négligeable de patients. Alors là, nous n'avions pas d'analyse, de suivi de la radiologie. En tout cas, ce qu'on peut dire chez ces patients, c'est que la restriction et surtout l'anomalie de la diffusion du CO était d'autant plus présente que les lésions radiologiques initiales étaient étendues, que le sujet avait nécessité un séjour en réanimation, ce qui signait la gravité de son infection initiale. Et en tout cas, ils avaient un impact réel, mesurable, sur la qualité de vie. Une autre étude sur le suivi radiologique, un suivi à 7 ans, donc vous voyez à gauche les lésions initiales, donc ce sont 2 patients différents, des scoops de scanner thoracique, et finalement on remarque effectivement 7 ans après l'infection initiale, des petites anomalies de la structure du poumon, du parenchyme pulmonaire, mais qui ne ressemblent en rien à des lésions de fibrose pulmonaire telles que nous la définissons habituellement. Et donc au final, nous trouvons des anomalies de la fonction respiratoire, des anomalies scanographiques, des anomalies un impact sur la qualité de vie. Et donc, si nous revenons aux séquelles respiratoires de la Covid-19, comme je vous l'ai dit, nous sommes à 9 mois du début de l'épidémie en France. Nous avons quelques données sur des séries, avec une série ici belge qui a évalué 220 patients qui avaient présenté une infection sévère et qui ont été évalués 10 semaines après cette infection respiratoire. Donc de façon assez classique, dans les séries rapportées, ce sont des patients d'âge moyen, 55 ans, en surpoids, avec un indice de masse corporelle à 28. Et alors, on voit déjà que ces patients rapportent 3 mois après la persistance de symptômes.
et de symptômes dominés par la dyspnée, donc l'essoufflement pour presque la moitié d'entre eux, et de fatigue pour plus de 2/3 d'entre eux. Alors la dyspnée peut être en rapport avec des anomalies radiologiques et ou fonctionnelles, peut aussi être en rapport avec un déconditionnement musculaire, mais aussi avec d'éventuelles pathologies cardiaques ou séquelles cardiaques qu'il faudra savoir rechercher. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la particularité de cette infection était la présence importante d'embolies pulmonaires, et donc nous savons qu'il faut toujours rechercher des séquelles d'embolies pulmonaires qui peuvent expliquer cette dyspnée. Concernant la fatigue, sont des patients qui ont présenté une infection sévère, qui ont une perte de poids importante, jusqu'à plusieurs kilos par semaine, qui ont une fonte musculaire et une anomalie probablement de la fonction musculaire respiratoire du diaphragme. Et donc il va falloir, chez ces patients, ne pas négliger de rechercher les causes cardiaques, comme on l'a dit, mais également d'assurer un support nutritionnel. Et puis globalement, nous savons, nous, ça en pneumologie, que ces patients essoufflés après un épisode aigu respiratoire peuvent tout à fait bénéficier de la réhabilitation respiratoire qui va permettre à la fois d'améliorer les muscles, la coordination de la respiration, la gestion du souffle, tout ça pour améliorer à la fois la dyspnée et la qualité de vie. Si on regarde maintenant les séquelles fonctionnelles, donc quand on parle de séquelles fonctionnelles, je vous ai mis ici en photo une petite cabine pour mesurer ce qu'on appelle la fonction respiratoire, donc pour faire des explorations fonctionnelles respiratoires. Eh bien, 46% des patients de cette série avaient une altération de la fonction respiratoire, essentiellement par le biais de ce qu'on appelle une restriction, c'est-à-dire une diminution des volumes pulmonaires. D'autant plus s'ils avaient nécessité un séjour en réanimation, encore une fois, ce qui signe la gravité initiale de leur pathologie, et d'autant plus s'ils avaient nécessité ce qu'on appelle une ventilation mécanique, c'est-à-dire le fait d'être intubés, ventilés. Par contre, les patients avec un syndrome restrictif ne semblaient pas, dans cette étude, plus symptomatiques, et les lésions radiologiques étaient globalement comparables entre les patients avec une restriction et les patients sans restriction. 22% des sujets de cette étude avaient une anomalie de la diffusion, donc on retrouve des lésions comparables à ce qu'on avait déjà pu observer dans le SARS. Une autre étude française sur une plus petite série avec une évaluation plus précoce. Il s'agissait de 50 patients qui avaient été évalués 30 jours après la pathologie, le début de la pathologie. Encore une fois, vous voyez, c'est pas fait exprès, mais ce sont des patients en moyenne de 54 ans avec un IMC comparable à 28. Et là, 30 jours après le début de l'infection, plus de la moitié d'entre eux ont des altérations fonctionnelles qui restent modérées. Donc je vous rappelle que c'était des sujets qui, pour certains, avaient une forme sévère de la pathologie, qui ont nécessité une oxygénothérapie au débit, voire une ventilation. Ce qu'on a retrouvé comme caractéristique, c'est encore une fois un syndrome restrictif isolé, ou alors associé à une diminution de la diffusion du CO, ou alors une diminution isolée de la diffusion du CO chez un quart des patients, et ce, quelle que soit l'étendue des lésions radiologiques initiales, quelle que soit la sévérité clinique de leur pathologie qui avait été déterminée dans cette étude sur le débit d'oxygène. Donc, on voit tout de même une certaine constance dans l'existence d'anomalies fonctionnelles et également radiologiques chez les patients qui ont présenté une infection à coronavirus et plus particulièrement à SARS-CoV-2. Alors en conclusion, donc on peut dire qu'à 3 mois du début de la maladie, puisque les données validées actuelles n'excèdent pas ce délai, qu'il y a des séquelles, effectivement, ou on pourrait plutôt dire des anomalies, à la fois sur le plan clinique, les gens peuvent rester essoufflés, fatigués, à la fois des anomalies sur la radiologie, à la fois des anomalies sur la fonction respiratoire, mais la question qui n'est pas résolue à ce jour, c'est le caractère fixé de ces anomalies. Est-ce que finalement on va voir émerger une
nouvelle pathologie respiratoire chronique séquelaire de cette infection Covid-19 et nous n'avons pas encore beaucoup de données sur la tolérance à l'effort, c'est-à-dire la capacité à faire des efforts, à faire de l'exercice, et donc sur la qualité de vie. En conclusion, je résumerai en disant qu'en cas de persistance d'une dyspnée, donc d'un essoufflement, une consultation pneumologique semble indiquée pour une évaluation systématique qui peut être faite par tout pneumologue, avec une évaluation clinique très précise, une évaluation fonctionnelle, complétée d'une évaluation radiologique, pour essayer de déterminer au mieux les anomalies présentées par les patients. Alors, les connaissances médicales ne peuvent progresser que grâce à la recherche clinique et nous participons à ce titre au niveau du CHU de Lille à la cohorte Licorne et nous menons un travail sur le handicap respiratoire des patients qui ont présenté une Covid-19. Nous participons également à la métacohorte de la Société de pneumologie de langue française pour essayer d'augmenter les effectifs de patients et ainsi mieux déterminer quelles sont les éventuelles séquelles respiratoires à moyen et long terme de cette infection. Et enfin, pour certains cas, pour l'instant encore assez rares, de fibrose pulmonaire séquelaire de cette infection Covid-19, nous participons à un essai thérapeutique pour voir l'intérêt des médications habituellement employées dans la fibrose pulmonaire hors Covid-19 sur ces sujets. Je vous remercie.